Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un cours de topographie sur les systèmes de référence. Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un cours de topographie sur les systèmes de référence. Les objectifs du cours, d'abord, connaître les types de coordonnées utilisés pour se repérer sur le globe terrestre. Ensuite, connaître les étapes pour passer du terrain, c'est-à-dire la surface actuelle de la Terre, jusqu'au plan. Ensuite, connaître les différents systèmes de référence topographiques utilisés en France. Et enfin, calculer les réductions, agrandissements qu'on va appliquer aux longueurs entre la surface terrestre et le plan. Comment faire pour passer d'une longueur qu'on mesurerait sur la Terre jusqu'au plan. Avant de commencer, on va se poser la question et faire un petit rappel sur les différentes formes de la Terre. La première approximation qu'on peut faire pour le globe terrestre, c'est de considérer simplement que c'est une sphère. Un des premiers à avoir eu cette intuition géniale, et qui malheureusement est encore remise en question par ce qu'on appelle les platistes. Donc un certain Ératosthène, en 276 avant Jésus-Christ, a une intuition géniale pour déterminer le rayon terrestre. Donc le principe est le suivant, en fait, il va travailler entre Alexandrie au nord de l'Égypte et Sienne, et il va faire l'observation suivante. Il va s'apercevoir qu'en fait, au moment du solstice d'été, à midi, quand il est à Sienne, les rayons solaires sont parfaitement, le soleil est parfaitement à la verticale de la Terre, et donc les rayons solaires arrivent verticalement, et si on observe un puits, ben, il s'aperçoit en fait qu'il n'y a pas d'ombre portée dans le puits, puisque la lumière arrive parfaitement verticale à la surface du puits. Et paradoxalement, quand il se trouve à Alexandrie, s'il fait la même observation à Alexandrie à la même heure, il s'aperçoit que sur Alexandrie, si on a un pieu qui est planté, par exemple un obélisque, donc un grand pieu vertical, il y a une ombre portée de ce pieu sur la surface terrestre. Donc l'observation de ces deux phénomènes, qui normalement devraient être identiques à deux endroits différents, lui donne l'intuition que peut-être c'est dû à la courbure de la Terre. Donc pour rentrer un petit peu plus dans le détail, si on regarde cet obélisque, on s'aperçoit que si on connaît sa hauteur et qu'on est capable de mesurer la longueur de l'ombre portée de cet obélisque sur le sol, on va se retrouver avec un triangle rectangle dont on connaît les deux côtés, c'est-à-dire un côté opposé, un côté adjacent. Et donc la relation trigo, notamment la tangente, va nous permettre de calculer l'angle d'incidence, l'angle d'arrivée des rayons solaires par rapport à la verticale, ce que j'ai appelé ici alpha. Donc on a tangente alpha, c'est le côté opposé, c'est-à-dire la longueur de l'ombre, divisé par le côté adjacent, c'est-à-dire la hauteur de l'obélisque. Donc Ératosthène calcule de cette manière l'angle alpha, c'est-à-dire l'inclinaison des rayons solaires par rapport à la verticale sur Alexandrie. Connaissant alpha, si on prend beaucoup plus de distance et qu'on considère que la Terre est ronde, on s'aperçoit qu'en fait, on retrouve cet angle alpha entre le rayon qui est issu du centre de la Terre et Alexandrie et le rayon issu du centre de la Terre et Sienne. Donc on retrouve cet angle alpha. Connaissant l'angle alpha, si on arrive à mesurer la distance entre Alexandrie et Sienne, on peut en déduire à ce moment-là le rayon terrestre. Alors pour mesurer la distance, Eratosthène à l'époque il n'avait pas tellement le choix, il l'a fait simplement à pied, il a fait le parcours le plus direct possible entre Alexandrie et Sienne et il a mesuré ce parcours à pied, ce qui lui a permis d'avoir une approximation du rayon terrestre. Et à l'époque il avait trouvé un rayon d'environ 6500 km, ce qui est tout à fait correct vu les moyens de mesure utilisés pour l'époque. Deuxième approximation pour la forme de la Terre, c'est ce qu'on appelle l'ellipsoïde. Alors, si on part du principe que la Terre est ronde et qu'on considère que c'est une sphère, on s'aperçoit que si on fait tourner cette sphère, il va y avoir une force centrifuge qui va s'exercer sur les masses, et donc la force centrifuge va amener les masses à s'écarter du centre de rotation. Du coup, ça va légèrement aplatir la Terre, elle va plus ressembler à un ballon de rugby, et donc, il va y avoir d'un côté un rayon plus petit
entre le centre de la Terre et les pôles et un rayon plus grand sur l'équateur. On retrouve donc une ellipse qui est définie par un grand rayon, petit a, un petit rayon, petit b. Et donc l'ellipsoïde, en fait, ça va être le volume généré par cette ellipse qu'on ferait tourner autour de l'axe des pôles nord et sud. Un exemple d'ellipsoïde, alors c'est un ellipsoïde très très célèbre pour les géomètres, il s'appelle World Geodesic System 84. Donc il a été créé en 1984 et c'est l'ellipsoïde qui sert de référence à tous les systèmes GPS. Donc vous voyez la différence de rayon. Le grand rayon fait 6378,137 mètres et le petit 6356,752 mètres. Donc en gros, autour on retrouve 6360 km à peu près en moyenne de rayon terrestre. Troisième approximation pour avoir une idée de la forme de la Terre, c'est ce qu'on appelle le géoïde. Alors, le principe du géoïde, c'est que si on considère l'ellipsoïde, vu précédemment, l'ellipsoïde, c'est quelque chose de mathématique, parfaitement défini, avec un grand rayon, un petit rayon. Et sur un endroit quelconque de l'ellipsoïde, on va avoir ce qu'on appelle la normale, c'est-à-dire une ligne qui sera localement perpendiculaire à la tangente de cette ellipse. Le géoïde, ça va être totalement différent. Le géoïde va être défini par la verticale, c'est-à-dire que ça va être quelque chose de totalement empirique, d'expérimental. Si on prend un fil à plomb à cet endroit-là, le fil à plomb va être attiré vers le sol grâce à une des forces principales qui existent dans l'univers, c'est-à-dire la gravité. Et ce fil à plomb va décrire ce qu'on appelle une verticale. Et là, sur le schéma, on s'aperçoit que la verticale n'est pas du tout confondue à la normale. Ça va simplement venir du fait que la gravité est pas tout à fait la même suivant l'endroit où on se trouve sur le globe terrestre. Par exemple, ici, on s'aperçoit qu'on a une montagne vers la droite, on a plutôt un océan vers la gauche, donc il y a un peu plus de matière à droite qu'à gauche, et du coup, le fil à plomb, la verticale, va être légèrement dévié vers l'équateur. Donc le géoïde, en fait, c'est la forme qui va être générée par toutes ces composantes de verticales qui dépendent directement de la gravité terrestre qui se trouve sous le point considéré. On dit que c'est une surface équipotentielle du champ de pesanteur. Une autre définition qui est plus simple à retenir, c'est qu'en fait le géoïde, ce serait la surface des mers et océans au repos. C'est-à-dire que si on considère qu'il n'y avait pas du tout de continent sur le globe terrestre et que ce soit un unique océan, eh ben on s'apercevrait que cet océan n'est pas du tout régulier. On aurait plutôt l'impression de voir une forme de patate en quelque sorte, avec d'un côté des surfaces très creusées, là où la gravité est plus forte, et des surfaces moins creusées avec des bosses, là où la gravité est moins forte. Alors voilà une représentation du géoïde et on s'aperçoit que la déformation est quand même assez importante puisqu'entre les creux et les bosses, vous voyez les couleurs maximum en rose, plus 88, et en bleu foncé, moins 110 mètres. Donc quand on parle de géoïde, on dit souvent d'ailleurs patatoïde, et c'est vrai que la Terre, du coup, a beaucoup plus une forme de patate que de globe terrestre. Alors, attention hein, sur cette figure, évidemment, les déformations ne sont pas à l'échelle de la Terre, la Terre, vue de loin, ressemble à quelque chose de beaucoup plus sphérique. Là, quelque part, on a accentué les déformations pour bien les visualiser. Mais évidemment, une déformation de 110 mètres sur 6500 km, ça, c'est pas aussi visible que ça. Mais quand même, gardez à l'idée que la surface terrestre n'est pas quelque chose de parfaitement régulier. Maintenant qu'on a vu un petit peu les différentes formes de la Terre, on va se poser donc la question qui est très importante pour les géomètres, comment se repérer sur le globe terrestre? Donc on va étudier les différents types de coordonnées. Alors, premier type de coordonnées, ce qu'on appelle les coordonnées géocentriques. Donc on retrouve notre globe terrestre avec une ellipse qu'on fait tourner autour de l'axe des pôles. On va avoir donc l'équateur qui est perpendiculaire à l'axe des pôles et puis on va choisir un méridien origine. En général, le méridien origine le plus souvent utilisé, c'est le méridien de Greenwich qui a un caractère international.
Pour se repérer, on va choisir un repère orthonormé, c'est-à-dire des axes qui sont perpendiculaires les uns aux autres, et les unités sur les axes sont les mêmes. Il y a la même norme entre l'axe X, Y et Z. Donc voilà le schéma. Donc en fait, on fait passer ces axes par le centre de la Terre, et l'idée c'est de se repérer par rapport au centre de la Terre. Donc on dit coordonnées géocentriques, il faut retenir surtout centrique, c'est-à-dire par rapport au centre de la Terre. On remarque que ces coordonnées vont être exprimées avec des majuscules, grand X, grand Y, grand Z. Et deuxième remarque, il faut que les axes X, Y, Z forment ce qu'on appelle un trièdre direct. C'est-à-dire que l'ordre de positionnement des axes a une importance. C'est pas Y, X, Z, c'est X, Y, Z. Je pense que vous avez dû voir ça en sciences physiques. On utilise la main droite, on place l'axe des X sur le pouce, l'axe des Y sur l'index et l'axe des Z sur le majeur, et ça nous permet de vérifier qu'on est bien sur un trièdre direct. Donc si je prends un point M quelconque, on va obtenir son positionnement dans l'espace avec ses coordonnées grand X, grand Y et grand Z. Typiquement, c'est les coordonnées qui sont utilisées dans le système GPS, donc pour le GNSS. Et dans tous les GPS, que ce soit les GPS de géomètre, de votre téléphone ou des voitures, en fait, à l'intérieur de la boîte, les coordonnées qu'on trouve, ce sont des coordonnées géocentriques, donc bien par rapport au centre de la Terre. Deuxième type de coordonnées, ça c'est les coordonnées historiques, les plus anciennes, les coordonnées géographiques. Alors là, c'est totalement différent. On repart toujours évidemment de notre Terre avec l'ellipsoïde, l'équateur, un méridien origine. Et l'idée, ça va être de se repérer angulairement par rapport à l'équateur et au méridien origine. Donc, si on prend un point M quelconque sur le globe terrestre, on va chercher le méridien qui passe par ce point, donc c'est-à-dire le plan qui passe par l'axe des pôles nord et sud et le point M qui va décrire le méridien. On va aussi chercher le parallèle, c'est-à-dire le plan qui passe par ce point M et qui est parallèle à l'équateur. Et donc on va positionner l'intersection du méridien et du parallèle qu'on a trouvé par rapport à l'équateur et le méridien origine. Ce qui va nous permettre de mesurer d'un côté la longitude. La longitude, c'est donc l'angle entre le méridien origine et le méridien par où passe mon point M. On pourrait dire que si on imagine qu'on a une orange, c'est un petit peu la valeur de l'angle du quartier d'orange qu'on aurait découpé. Et la latitude donc ça va être l'angle entre le plan défini par l'équateur et la direction entre le centre de la Terre et le point M considéré. Et enfin, dernière mesure, on va mesurer la hauteur, h, c'est-à-dire, alors on parle de hauteur par rapport à l'ellipsoïde, c'est-à-dire la dénivelée qui est entre le point M considéré et puis l'ellipsoïde, par exemple le fameux WGS 84 dont j'ai parlé tout à l'heure. Autre façon de se repérer, c'est ce qu'on appelle les coordonnées planes. Alors ça, c'est les coordonnées que les géomètres utilisent. L'idée, c'est de s'affranchir des difficultés dues à la courbure de la Terre, puisque l'objectif, c'est quand même de faire des plans et des cartes qui tiennent sur des feuilles de papier ou sur des écrans d'ordinateur, donc en deux dimensions. Et donc, le principe, c'est qu'on va utiliser un système pour représenter la Terre sur un plan. Donc, on va projeter d'une manière ou d'une autre tous les détails qui nous intéressent sur ce plan. Et une fois qu'on aura projeté les détails sur le plan, on va choisir un repère orthonormé avec deux axes, l'axe des abscisses, qu'on va appeler E comme Est, l'axe des ordonnées, qu'on va appeler N comme Nord, et pour un point M donné, on va simplement trouver les coordonnées Est du point M et Nord du point M. Ce qu'en maths, on a l'habitude d'appeler petit x, petit y, l'abscisse et l'ordonnée. C'est exactement la même chose, sauf que pour bien expliquer qu'on se repère par rapport à l'est d'un côté et le nord de l'autre, on utilise plutôt les lettres majuscules E et N. Alors, on arrive maintenant au système de projection, c'est-à-dire comment faire pour passer de cette fameuse
forme courbe de la Terre jusqu'à un plan. La première projection qu'on va étudier, alors des projections, il y en a plein, il y en a beaucoup. En cartographie, on en étudie beaucoup. Là, je vais vous parler simplement de la projection UTM, Universal Transverse Mercator, qui utilise en fait un système de projection qui a été créé par Mercator et qui est beaucoup utilisé dans pas mal de pays, notamment aux États-Unis. Le principe, on retrouve notre ellipsoïde avec la ligne des pôles nord-sud, l'équateur. On va choisir un méridien de contact et on va découper une tranche, un quartier plutôt, de cette ellipsoïde dont l'angle fera 6 degrés de part et d'autre du méridien de contact. On fait rentrer le globe terrestre dans un cylindre. Donc le cylindre est ici représenté en rouge et donc il va y avoir un contact entre le globe terrestre et le cylindre sur ce méridien de contact. Une fois qu'on a fait ça, on va projeter sur le cylindre rouge tous les éléments qu'on a sur notre globe terrestre. Et on va donc avoir les images qui vont apparaître en rouge, par exemple des deux méridiens extrêmes de la zone considérée. Et donc tous les détails vont être projetés comme ça, de l'axe nord-sud des pôles jusque sur le cylindre. Ensuite, on n'a plus qu'à dérouler le cylindre, et quand on va dérouler le cylindre, on va obtenir une représentation plane de ce qu'on aura projeté. Donc on retrouvera l'équateur, on retrouvera le méridien de contact, ces deux axes seront perpendiculaires, et puis on retrouvera d'autres éléments, et par exemple les deux méridiens que j'avais projetés en rouge précédemment, on les retrouve sous la forme d'arc. Donc il y a une déformation, évidemment, des éléments qui sont projetés. Deuxième projection, et c'est la projection qui nous intéresse le plus pour nous les Français, c'est ce qu'on appelle la projection Lambert. Alors, pour la projection Lambert, on va retrouver à nouveau notre ellipsoïde, on va retrouver l'équateur, un parallèle de contact et un méridien origine. L'idée, c'est qu'on va non plus utiliser un cylindre, on va utiliser un cône. Cette projection est plus adaptée pour la France parce que la forme du territoire fait que les déformations sont moindres avec un cône qu'avec un cylindre. Donc c'est une déformation, on va dire c'est une projection franco-française spécialement adaptée à la forme de notre pays. Donc ce cône va venir coiffer le globe terrestre, un petit peu comme un chapeau chinois sur une tête. Et il va y avoir donc un contact entre le cône et le globe terrestre sur le parallèle de contact. Ce parallèle de contact va permettre de maintenir le cône en place sur le globe terrestre. Et quand on va projeter à partir du centre de la Terre tous les détails, on va obtenir en rouge venir se dessiner sur le cône tous les éléments qu'on aura projetés. Donc par exemple l'image du méridien origine, ça sera une droite, et l'image des deux méridiens de part et d'autre, ça sera aussi des droites qui vont se dessiner sur le cône. Reste à découper le cône pour pouvoir l'aplatir, et quand on découpe le cône pour l'aplatir, l'image du parallèle de contact, ça va être un arc de cercle, l'image du méridien origine, une droite, et puis les images des deux méridiens de part et d'autre, des droites aussi, qui convergent toutes vers la direction du nord, vers le pôle nord, le haut du cône. Pour pouvoir travailler d'une manière un petit peu plus facile, en fait, on a utilisé une astuce, c'est qu'au lieu d'utiliser un cône tangent, comme c'est dessiné ici, c'est-à-dire le cône en rouge avec un parallèle de contact, on s'aperçoit que si on utilise cette façon de projeter, on va avoir une déformation des distances, c'est-à-dire que par exemple, si j'ai deux points A et B sur mon parallèle de contact, évidemment, quand je les projette sur le cône, j'obtiens les points A' et B' qui sont confondus, puisqu'il y a un contact entre le cône et le globe terrestre. Par contre, si je prends deux points A et B sur un autre parallèle, par exemple ici sur le parallèle qui se trouve en haut, en noir, quand je projette
l'image de ce parallèle sur le cône, je vais obtenir mes points A'B', et on voit bien que la distance entre les points A'B' va être plus grande sur le cône que la distance réelle sur le globe terrestre. Donc il va y avoir une déformation des distances, on appelle ça l'altération linéaire, et on va se retrouver malheureusement avec des fortes altérations linéaires qui seront toujours positives, c'est-à-dire plus je m'éloignerai du parallèle de contact et plus l'altération linéaire sera importante. Donc les distances sont altérées positivement de part et d'autre du parallèle de contact. Donc on a trouvé une astuce, c'est qu'au lieu d'utiliser un cône tangent, on va utiliser un cône séquent. Donc voilà l'image. On fait un cône un peu plus petit, en fait on fait un chapeau chinois un peu plus petit que la tête qu'on veut venir coiffer, et du coup il va y avoir non pas un parallèle de contact, mais deux parallèles de contact. Ces deux parallèles de contact, ils ont un nom un peu savant, on les appelle les parallèles automécoïques. Et donc on va conserver le parallèle de tangence pour indiquer euh, la configuration du cône qu'on a choisi. Si on fait ce travail, on s'aperçoit à ce moment-là que l'altération va être à nouveau positive, donc les déformations des distances seront positives au nord et au sud des deux parallèles de contact, des deux parallèles automécoïques. Par contre, on aura une altération négative entre les deux parallèles automécoïques. C'est-à-dire qu'on va répartir l'altération des distances entre d'un côté des altérations positives et de l'autre côté des altérations négatives. Alors, maintenant on arrive au système de référence, c'est-à-dire les systèmes légaux qu'on utilise en France pour se repérer et dans lesquels on est obligé d'exprimer nos plans et nos coordonnées si on travaille pour une personne publique comme l'État, le département, une commune, etc. Le premier système qu'on va étudier, c'est le vieux système, comme son nom ne l'indique pas, il s'appelle la nouvelle triangulation française, et donc c'est un système qui n'est plus d'actualité aujourd'hui, mais qu'on doit étudier puisque malheureusement il peut encore être utilisé par certaines administrations ou certains services. Alors, cette NTF, donc, elle a été créée à la fin du 19e siècle. À l'époque, on avait choisi un ellipsoïde qui avait été défini par Monsieur Clark en 1880. Donc, vous avez vu, ça date un petit peu. À l'époque, le méridien origine, c'était le méridien de Paris, qui historiquement est le premier méridien qui a été mesuré et qui a servi d'ailleurs à la définition du mètre. Donc, un méridien très très important, historique. Sur ce méridien origine, donc, qui passe par la croix du Panthéon de Paris, on choisit un point, donc cette croix du Panthéon de Paris qui permet de définir le méridien. Et pour pouvoir mesurer ce système de référence, en fait, on a utilisé les moyens de l'époque, c'est-à-dire qu'on a travaillé par triangulation. Alors le principe de la triangulation, c'est qu'à l'époque, on savait très très bien mesurer les angles, on avait des théodolites déjà assez précis, hein, qui pouvaient mesurer on va dire à quelques dixièmes de milligonds près, donc extrêmement précis. Par contre, on était très mauvais sur la mesure des distances. Enfin, en tout cas, on était moins bon sur la mesure des distances. Donc, le principe, c'était de faire des chaînes de triangles où on mesurait la base d'un triangle avec les moyens du bord. On mesurait ensuite tous les angles d'un triangle et par calcul trigonométrique, on en déduisait les autres angles du triangle. Une fois qu'on avait fait un triangle, on pouvait en construire un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, avec des triangles de contrôle. Et on a traversé comme ça tout le territoire avec des chaînes de triangles euh, qui sont principalement donc issues de mesures d'angles de tous les sommets, de tous les triangles. Donc voilà ce que ça donne sur tout le territoire français. Donc on distingue un peu quand même qu'il y a eu une première chaîne nord-sud qui est passée par Paris, qui est un peu plus foncée. Il y en a une un petit peu à gauche vers Angers, une autre à droite vers Lyon, et puis on voit bien aussi qu'il y a eu trois chaînes est-ouest, une au sud, une plutôt vers Lyon et une encore vers Paris. Donc voilà l'ensemble de ces triangles. La projection utilisée, donc, c'était une projection Lambert, comme on a vu précédemment. Et pour éviter qu'il y ait trop d'altérations linéaires, en fait, on n'a pas fait une projection, mais quatre projections, quatre zones, grand 1, grand 2, grand 3 et grand 4,
Donc une projection pour le nord de la France avec un cône qui travaillait plutôt sur la partie nord, un cône sur le centre de la France, donc le Lambert 2, un cône sur le sud de la France, le Lambert 3, et un cône spécial pour la Corse, le Lambert 4. Voilà le résultat. Chaque cône couvrait une partie du territoire. Et donc pour les repérer, le principe c'est qu'on a décidé de mettre le chiffre 1, 2, 3 ou 4 sur les ordonnées pour indiquer très rapidement si on était en Lambert 1, Lambert 2, Lambert 3 ou Lambert 4. Ce système a très bien fonctionné. La précision, vous avez vu le mode d'élaboration qui n'était pas non plus super précis. On avait en gros une précision de 10 centimètres, ce qui était quand même assez bon pour toute la France, enfin carrément génial même. C'est-à-dire qu'on était capable de positionner un clocher d'église, un château d'eau, un signal tout en haut d'une montagne, à 10 centimètres près sur tout le territoire français. Ce qui est quand même assez extraordinaire, en tout cas pour l'époque. Donc on a travaillé comme ça pendant assez longtemps. Et puis il y a un outil qui est arrivé et qui a révolutionné notamment ce système de référence et qui a un petit peu tout chamboulé. Donc cet outil c'est le GNSS, le GPS, qui nous a permis d'avoir des mesures sur tout le globe terrestre beaucoup plus précises. Donc un petit rappel sur le principe du GNSS. Donc vous avez des satellites qui se baladent en orbite autour de la Terre. Ces satellites sont positionnés par rapport à un ellipsoïde de référence qui s'appelle donc le WGS 84. Et à n'importe quel moment, on est capable de trouver les coordonnées de ces satellites dans un système géocentrique, grand X, grand Y, grand Z. Ce qui fait que si vous placez un récepteur sur le point A, ce récepteur va recevoir des ondes qui sont émises par ces satellites. L'intersection de toutes ces ondes va permettre de calculer des distances en 3D par rapport à chacun des satellites à un moment donné. Et l'intersection de ces distances va permettre de calculer des coordonnées approchées du point A, ce que j'ai appelé X', Y', Z'. Ces coordonnées approchées sont précises à quelques mètres près. C'est un peu la précision que vous pouvez avoir sur le GPS de votre téléphone, de votre voiture, etc. Il se trouve que si ce point A, on connaît déjà sa position d'une manière beaucoup plus précise, parce qu'on l'a mesuré auparavant avec un autre système ou avec ce système mais d'une manière beaucoup plus précise, on va pouvoir donc calculer dx, dy, dz, c'est-à-dire la correction qu'il faut apporter aux coordonnées qu'on a mesurées ce jour-là par rapport aux coordonnées réelles, c'est-à-dire la différence entre les coordonnées en rouge mesurées, observées, et les coordonnées réelles en noir, qui sont des coordonnées beaucoup plus précises. Donc on obtient des corrections que j'ai dessinées ici en bleu, dx, dy, dz. Le principe, c'est que si jamais on considère qu'on a calculé ces corrections, on peut se placer avec un deuxième capteur sur le point B. On va avoir à nouveau des coordonnées mesurées en rouge, X', Y', Z'. Et l'idée, c'est d'envoyer les corrections qu'on avait calculées pour le point A, on les applique sur le point B, et donc comme ça, on va améliorer la précision du point B. Alors c'est très simplifié, mais c'est quand même en gros le principe, on appelle ça le mode différentiel, le principe du positionnement d'un GPS géodésique. Il y aura un cours spécifique sur le GPS et vous verrez que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est l'idée de base. Et donc on se retrouve avec un point corrigé et une précision extraordinaire, centimétrique, c'est-à-dire quelques centimètres près sur tout le globe terrestre. Donc on se retrouve avec un problème, c'est-à-dire qu'on a l'ANTF, donc un système de référence, des points de référence qui sont précis à quelques 10 centimètres près, et là on nous donne un outil qui nous donne une précision centimétrique, c'est-à-dire qu'on va avoir un outil qui est à peu près 10 fois plus précis que les points sur lesquels on peut s'appuyer. Donc ça pose un problème. Du coup, l'IGN, l'Institut géographique national, a réagi en nous inventant, en nous créant un nouveau système. Alors ce nouveau système s'appelle le RGF 93, le réseau géodésique français.
donc créé en 1993. Nouvelle ellipsoïde de référence, l'ellipsoïde s'appelle l'IAG GRS 1980. Alors cet ellipsoïde, en fait, il a la particularité, à la fois il est très très proche du WGS 84, c'est-à-dire qu'il est compatible avec l'ellipsoïde des GPS, et c'est un ellipsoïde qui est compatible avec l'Europe. Donc on peut travailler du coup plus facilement avec tous nos amis européens et les voisins non européens, les Suisses, les Anglais maintenant, etc. Méridien origine, donc c'est plus Paris, c'est Greenwich. Tout j'arrive pas à le dire, tout devient international. Comment il s'est établi? Donc l'établissement de ce réseau de référence c'est fait par des mesures LIDAR. Le LIDAR, en fait, c'est un procédé de mesure avec le laser, donc c'est des mesures très très précises sur des très grandes distances, et puis à nouveau des mesures satellites. Deux projections possibles, soit une seule grande zone qu'on appelle le Lambert 93, donc un seul cône qui va couvrir tout le territoire, soit des cônes beaucoup plus locaux, donc il y a 9 cônes différents pour avoir moins d'altération linéaire. On verra ça tout à l'heure. Donc ce RGF 93, en fait, il se compose de trois sous-systèmes. D'un côté, vous avez le réseau de référence français, on dit le RRF. Ce réseau de référence français, en fait, c'est vraiment la base du réseau. C'est un certain nombre de points qui sont répartis sur tout le territoire français, qui ont été mesurés de manière ultra précise, donc principalement avec du LIDAR, c'est-à-dire des mesures laser. Il y a 23 points en France et on obtient une précision millimétrique. Donc là, c'est carrément extraordinaire. Précision millimétrique de la position de ces points par rapport au globe terrestre. Ensuite, on a le réseau de base français, le RBF, environ 1000 points en France, donc déterminés uniquement par des mesures GNSS. Et là, on a une précision centimétrique. Et enfin, ce qu'on appelle le RDF, le réseau de détail français, qui est en fait simplement les anciens points de la NTF, donc ces fameux clochers, châteaux d'eau, etc., qui ont été mesurés par des triangles au siècle dernier. Et ces points sont simplement recalculés dans le nouveau système. Donc évidemment, vu qu'ils avaient une précision de l'ordre de 10 cm, eh ben, on a beau les recalculer, ils gardent une précision de plus ou moins 10 cm. Donc en gros, souvent ces points du RDF, ben, on évite de les utiliser parce que la précision n'est pas suffisante vu les outils qu'on utilise aujourd'hui. Alors les projections, la première projection qu'on va associer au RGF 93, c'est le Lambert 93. Donc un seul cône qui couvre tout le territoire. En vert, vous voyez les deux parallèles automécoïques, donc les deux parallèles qui vont rentrer en contact entre le globe terrestre et le cône, et puis le parallèle de définition, donc qui passe à peu près à la latitude, enfin pas à peu près, qui passe à la latitude 46,5 degrés. On choisit, on associe des coordonnées planes est, nord, et donc le Lambert 93 va être défini par un axe nord qui passe à 3 degrés est du méridien de Greenwich, et puis donc la latitude d'origine 46 degrés 30 minutes. On le reconnaît facilement puisque les ordonnées commencent toujours par un 6. Vous voyez, Y0, 6 millions et quelques. Donc quand vous voyez des coordonnées 6 millions quelque chose, il y a de fortes chances que ça soit du Lambert 93. Tout à l'heure, on avait dit que quand ça commençait par 1, 2, 3 ou 4, c'était du Lambert 1, 2, 3, 4 de la NTF. Ben, quand ça commence par un 6, en général, c'est du Lambert 93. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a un autre cas où on peut avoir du Lambert conique conforme qu'on verra un peu plus tard. Voilà, donc les deux parallèles automécoïques. Alors, l'avantage, c'est qu'on n'a qu'une zone pour tout le territoire. Donc, si on doit faire un gros projet nord-sud, si je travaille sur la ligne de TGV qui fait Paris-Marseille, je vais mettre en Lambert 93 et je vais pouvoir couvrir tout le territoire. Par contre, inconvénient énorme, dangereux, majeur, altération linéaire de 1 mètre par kilomètre, moins 1 mètre par kilomètre à plus 3 mètres par kilomètre. C'est-à-dire que si vous travaillez plein nord de la France ou plein sud,
vous avez 3 mètres par kilomètre. Donc si vous faites un pont de 1 km de long, si vous faites un viaduc d'1 km de long, à l'arrivée du viaduc, il vous manquera, ou vous aurez plutôt 3 mètres de trop. Donc énorme altération linéaire qui peut être la cause de plein de problèmes. Donc évidemment, ça ne convient pas à tous les types de travaux. Du coup, l'IGN a sorti un autre mode de projection, donc ce qu'on appelle le Lambert conique conforme. Donc là, l'idée, c'était de créer des cônes locaux. Donc il y a 9 cônes, 9 zones, les zones 1 à 9. Le méridien origine, c'est toujours 3 degrés est de Greenwich. Par contre, on va choisir pour chacun des cônes des latitudes qui seront basées sur des latitudes rondes. Donc ça commence pour la latitude 42 degrés pour la Corse et ça va jusque la latitude 50 degrés pour le nord. Pour les repérer, donc l'idée c'est qu'on va avoir l'axe des ordonnées qui va commencer par le numéro de la zone considérée. Par exemple, le CC48, CC48 ça veut dire donc conique conforme basé sur une latitude de 48 degrés qui correspond donc à la zone numéro 7, c'est celui pour Orléans. On va avoir donc des ordonnées qui vont commencer par le chiffre 7. L'intérêt, très petite altération linéaire puisqu'on couvre une petite zone, donc on va de moins 9 cm au kilomètre à plus 7 cm au kilomètre. Évidemment, les géomètres experts, on va privilégier de travailler dans du Lambert CC, donc une de ces fameuses zones, pour avoir des petites altérations linéaires plutôt que de travailler en Lambert 93 où on risque de déformer pas mal les distances. Dernière chose à voir maintenant, donc justement, c'est cette fameuse réduction des distances. Comment calculer et pourquoi et comment on calcule ces réductions de distance. Alors, en fait, les réductions de distance, il y en a deux. La première qu'on va étudier, c'est ce qu'on appelle la réduction à l'ellipsoïde. Le principe, c'est le suivant. Donc, on imagine un ellipsoïde de référence, par exemple IAG GRS 80, donc l'ellipsoïde de référence du système en vigueur actuel qui s'appelle RGF 93. Je l'ai dessiné en rouge. En noir, la surface terrestre, donc on a une certaine hauteur par rapport à l'ellipsoïde. Par exemple, on est à 100 mètres au-dessus de l'ellipsoïde. Et donc, je mesure la distance entre deux points A et B. Je vais mesurer cette distance à l'horizontale et je vais obtenir ce que j'appelle DH. Si je dessine les normales à l'ellipsoïde, étant donné que la Terre est ronde, on va s'apercevoir que ces normales se rejoignent et au niveau de l'ellipsoïde, cette distance va devenir D0. Il va y avoir une réduction à l'ellipsoïde. Ma distance qui avait une certaine valeur sur la surface du globe terrestre va se retrouver diminuée sur l'ellipsoïde. Je vais passer de DH à D0. Alors comment calculer ça? Un autre grand mathématicien grec va nous aider, c'est Thalès. Thalès nous dit, on a deux triangles semblables. D'un côté, le triangle en rouge, qui est défini par le rayon terrestre et puis la distance D0. Et d'un autre côté, le grand triangle, qui est défini par le rayon terrestre plus la hauteur et la distance horizontale DH. Et donc le rapport des côtés du triangle rouge et du grand triangle sont homogènes. Donc on va pouvoir trouver la formule D0 égale DH divisé par le rayon, non pardon, DH multiplié par le rayon divisé par la somme du rayon et de la hauteur. Donc on va faire un petit exemple. Si je considère que le rayon terrestre autour d'Orléans c'est de 6378 000 mètres ou 6378 km et que je suis à une hauteur de 1000 mètres, je vais retrouver un coefficient de 0,999843. Alors, ce coefficient, c'est quoi? Comment j'ai fait le calcul? Pour trouver cette valeur, il suffit de faire le rayon divisé par le rayon plus la hauteur, c'est-à-dire 6 378 000 divisé par 6 379 000. Et quand on fait ce calcul, on trouve un coefficient de 0,9 quelque chose.
Alors, plutôt que de parler de coefficients, en général, on va plutôt s'exprimer en ppm, en parties par million. Autrement dit, en millimètres par kilomètre. Alors, comment ça fonctionne? On remarque en fait que ce coefficient de 0,99984,3, il est très proche de 1. Et pour passer de 1 à ce coefficient, bah, en fait, il faut retirer 0,00157. 1 moins 0,000157, ça fait 0,999843. Donc en fait, ces ppm, en fait, c'est la valeur qu'il faut ajouter ou retirer à 1 pour obtenir le coefficient. Deuxième réduction des distances, après la réduction à l'ellipsoïde, l'altération linéaire. Alors l'altération linéaire, on l'a vu, c'est dû à la projection Lambert. Cette projection Lambert, elle est assez compliquée à calculer. Donc l'IGN nous a mis à disposition un petit logiciel qui s'appelle Circe. Je reviens juste sur Circe, petite histoire de Circe. Circe, en fait, les ingénieurs de l'IGN bah, ont un petit peu d'humour. Ils l'ont appelé Circé, ce logiciel, parce qu'en fait, Circé, c'est dans l'Odyssée d'Homère, donc dans la mythologie, dans le voyage d'Ulysse. À un moment donné, Ulysse arrive sur une île avec ses compagnons, et il est accueilli par une magicienne qui s'appelle Circé, qui les accueille très grandement en leur offrant un banquet avec du vin, du jambon, etc., de quoi manger. Et bah, tout le monde est content. Et en fait, Ulysse va s'apercevoir que cette magicienne accueille les marins de cette manière pour pouvoir ensuite les transformer en cochons. Donc en fait, c'est une magicienne qui a un pouvoir de transformation. Et donc l'IGN a appelé ce logiciel Circe, puisque ce logiciel permet justement de faire de la transformation. Alors, c'est pas de la transformation en cochon, c'est de la transformation de mesures courbes sur le globe terrestre en mesures planes sur un plan. Donc je reviens à mon schéma. J'ai la surface du globe terrestre avec ma distance horizontale. Je réduis sur mon ellipsoïde, j'obtiens donc des zéros, ce qu'on a vu précédemment. J'applique mon cône pour faire ma projection Lambert et je vais obtenir donc une longueur que j'ai appelée dl, distance Lambert. Donc comme tout à l'heure, on va pouvoir calculer un coefficient. Circe va nous donner un coefficient. On va multiplier des zéros par ce coefficient et on obtiendra dl. Un exemple, je me retrouve à nouveau dans une projection Lambert 93 avec des coordonnées est et nord. Voilà une copie d'écran de Circe. Sur la copie d'écran de Circe, on s'aperçoit qu'on va obtenir d'un côté la hauteur par rapport à l'ellipsoïde, mais surtout ce qu'on appelle l'altération linéaire. Donc, je les ai marqués ici. Altération linéaire, moins 657,6 mm par kilomètre. Donc il suffit de faire 1 moins cette valeur, 1 moins 0,000657,6, et on va obtenir ce fameux coefficient. Donc en fait, c'est pas compliqué, hein. Vous voyez, quand vous avez des millimètres par kilomètre, il y a 1 million de millimètres par kilomètre. Donc pour exprimer sous la forme décimale, il suffit de diviser par 1 million, donc de décaler la virgule de 6 vers la gauche pour obtenir la forme décimale. Donc faut pas avoir peur avec les ppm, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, pour résumer, on va partir d'une distance terrain dh. On fait d'abord une réduction à l'ellipsoïde. On obtient une distance sur l'ellipsoïde d0. On applique ensuite la projection Lambert, qui va provoquer une altération linéaire, et on obtient la distance sur le plan. Donc je reprends mon exemple de tout à l'heure. Je suis donc en projection Lambert, à une hauteur par rapport à l'ellipsoïde de 1000 mètres. J'ai une réduction à l'ellipsoïde de moins 157 ppm, une altération linéaire de moins 658. Je peux très bien calculer une réduction globale, c'est-à-dire que je vais additionner ces deux valeurs algébriquement, c'est-à-dire que si c'était plus 658, je conservais le plus, et l'addition algébrique va me donner la réduction globale, c'est-à-dire que je n'aurai pas besoin de passer par l'étape réduction à l'ellipsoïde, je vais pouvoir calculer directement ma distance Lambert à partir de ma distance terrain. Un petit exemple,
On imagine que j'ai un pont qui fait 300 mètres de long, donc ça c'est sa distance réelle sur le terrain. Sur mon plan Lambert, je vais avoir un plan qui mesurera seulement 299,755 mètres. Donc c'est pas anodin, il va me manquer 24,5 cm sur mon plan par rapport à la réalité. Donc le calcul, hein, je reprends la distance horizontale, 300, et je multiplie par mon coefficient, c'est-à-dire 1 moins la réduction globale, 0,000815.